Salut à tous, bienvenue dans le M Talking Geneva. Nous sommes là pour cette nouvelle semaine, bien sûr, pour parler de notre club fétiche, l'Olympique de Marseille. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme chaque semaine sur Facebook, Instagram et Twitter, sur la page ON Fan Club Genève que je vous montre ici. Pour m'accompagner, l'équipe du Talk. Il y en a qui étaient hier au Groupama Stadium. Raph et Flo, salut les amis. Salut Rafi, et je peux te confirmer qu'il faisait pas très chaud hier soir dans le stade. Il faisait pas très chaud. Vous Flo, êtes, t'avais un peu vous êtes- froid aussi. vous êtes bien planqué là, parce qu'il y a le préfet qui vous cherchait, là, à ce qui paraît. On était planqués naturellement avec les vestes, les bonnets et les gants, pas pour se cacher, mais parce qu'on avait froid. Ok. Alors salut Chris, salut Flo. Salut Rafi. Ouais, Et- c'est vrai qu'il faisait un peu froid quand même hier, mais bon, on est là. On est là avec Richard également. Salut Richard. Salut à tous et bravo à Flo et Raph pour le déplacement pour rien, les pauvres. Je me mets à votre place. Hein. On va en reparler, Richard, hein, bien sûr, de ce match, si on peut appeler ça un match de foot. Et pour nous accompagner, c'est un honneur, un plaisir de l'avoir ce soir. Vous le connaissez tous, c'est Thibaut Leplat. Salut Thibaut. Salut les gars, bonsoir à tous. Alors, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que tu es quelqu'un qui a plein de casquettes, on peut le dire, mais on va en citer que quelques-unes. Tu es consultant RMC, tu es prof de philo. On dit souvent, quand on parle de toi, que le foot et la philo, au final, ne sont pas si loin et se rapprochent. Je suis à équidistance, quoi. Je suis à équidistance. Mais juste entre les deux, quoi. Mais c'est deux mondes qui sont pas très loin, en fait, quand on t'écoute parler. Non, c'est pas très loin. C'est ce que j'essaie de démontrer à chaque fois que je prends la parole. J'essaye. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est pas très grave. En tout cas, ce soir, on a hâte de prendre ton point de vue sur malheureusement des événements d'hier. On va y venir tout de suite. Donc, ce match entre le FC Lyon, Chris, hein, et l'Olympique de Marseille. Voilà, le match de FC Lyon qui a duré 4 minutes. Qui a duré 4 minutes. Au bout de 4 minutes, Dimitri Payet qui se prend une bouteille d'eau. Donc, on sait qu'il y a déjà eu des incidents cette saison. Il y a eu sur Valentin Rongier, il y a eu sur Dimitri Payet, bien sûr, à Nice. Là, le match au bout de 4 minutes, c'est un silence qui se passe. Donc, on va y revenir, bien sûr, avec vous, Raph et Flo, dans un premier temps. Vous étiez au stade. Au bout de 4 minutes, Raph, Dimitri prend cette bouteille d'eau. Tu te dis que, de toute façon, la personne qui l'a lancée à la 4e minute, elle aurait pu le lancer à n'importe quelle minute du match. Elle attendait tout simplement qu'il y ait un corner. Ça aurait pu venir au bout de 30 secondes, au bout de 20 minutes, de 30 minutes. Comment tu as vécu ça, toi qui étais au stade Je me disais que le match allait être tendu, mais je m'imaginais quand même pas à ce point-là, parce qu'avec toutes les déclarations qui avaient été faites dans la semaine pour promouvoir la sécurité, nous, pourtant, avec Flo, on était en fait à l'opposé, mais vraiment à l'opposé. On était dans un coin vraiment à l'opposé. Et pourtant, on a vu la bouteille partir et puis arriver sur la tête de Payet. J'ai trouvé ça d'autant plus scandaleux que Payet s'est mis à terre et je pense qu'il a un peu grandi par rapport à ce qui est arrivé à Nice, c'est-à-dire qu'il n'a pas repris la bouteille et il ne l'a pas relancé parce qu'il aurait pu le faire, mais il a été aussi, je pense qu'il a été très choqué. Nous aussi, on a été choqués, notamment quand, une fois que Payet était à terre, que la civière est arrivée, il y a eu des insultes envers Payet, il y a eu des jets de boulettes de papier. Sur un homme à terre, je trouve ça vraiment lamentable. L'attitude, pourtant au début, ça démarrait bien. Voilà, l'OM, quand l'homme avait le ballon, ça sifflait. Mais enfin, c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est parti trop loin, trop vite. C'est dès le début du match. Voilà. Et puis après, la suite du match, ça a été, voilà, on a attendu dans le froid. Moi, je savais que le match allait pas reprendre. J'avais l'intuition qu'il allait se passer la même chose qu'à Nice. Et quand j'ai vu les Lyonnais rentrer sur le match, qui en plus, les Lyonnais étaient là pour faire de la figuration, parce que quand ils s'échauffaient, on avait l'impression que c'était, vous savez, le soir, au début d'entraînement en district, on se fait des petites passes. Voilà, moi je savais que ça allait pas reprendre, j'avais l'intuition que ça allait pas reprendre. Et tout ce qui s'est passé en coulisses a montré que c'était aussi le bazar derrière. Ouais, on y reviendra bien sûr sur ce qui s'est passé en coulisses. Thibaut, quel est le mot qui te vient le lendemain, 24 heures après, sur cet incident qui est vraiment regrettable, dramatique? Il n'y a pas de mots, non? Moi, je trouve que c'est un sacrilège. C'est-à-dire que
il se passe la même chose qui se passe quand tu vas dans un lieu sacré et que tu n'enlèves pas tes chaussures, que quand tu vas au musée du Louvre et tu craches sur la Joconde. C'est pas un acte grave en tant que tel. C'est pas grave par ses conséquences. C'est-à-dire qu'il n'a pas entraîné la mort de quelqu'un, il n'a pas entraîné des accidents. Pénalement, ça ne mérite pas la peine de mort non plus. En revanche, c'est un acte qui est de l'ordre du sacré, du sacrilège, de la profanation, c'est-à-dire de quelque chose dont on est tous garants quand on va dans un stade, c'est-à-dire l'intégrité des acteurs. Et là, à ce moment-là, une frontière a été franchie. Elle a failli être franchie déjà au Vélodrome, hein, je répète, elle avait déjà été franchie à l'Alliance. Elle avait failli l'être au Vélodrome contre Paris. Et là, cette fois-ci, au moment où la bouteille a heurté la tête de Payet, on s'est tous dit, enfin tous les gens qui connaissent un peu le football, que le match n'allait pas reprendre, c'est une évidence. Et deux, on s'est dit, oh non, encore une fois. Donc c'est donc la lassitude la lassitude et le dégoût qui nous a assailli à ce moment-là, plus que véritablement la colère. Ok. Merci pour ton témoignage, en tout cas, Thibaut. On voudrait écouter également celui de Flo, qui était présent hier au Groupama Stadium avec Raph. Comment tu as vécu ce moment, Flo? Qu'est-ce que tu entendais, les gens autour de toi? Qu'est-ce qu'ils disaient? Je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de Lyonnais autour de toi que de Marseillais. Raconte-nous un peu ta soirée d'hier soir. Ouais, il y avait pas mal de supporters lyonnais, du coup, forcément. Au début, c'était un peu de l'incompréhension. On ne savait pas trop ce qui se passait sur Payet. Après, on a compris forcément qu'il y avait un jet de projectile, tout ça. On entendait des paillettes. Voilà, je ne vais pas dire le mot, mais on le sait très bien. Compris, ouais. C'était pas choquant parce qu'on s'y attendait, mais c'était quand même assez dérangeant, surtout qu'avec Raph, on ne savait pas trop comment réagir. On était un peu énervés, mais il ne fallait pas trop qu'on le montre parce que derrière, il peut y avoir des répercussions. Donc, c'était assez compliqué à gérer quand même au début de la soirée. Puis, au fur et à mesure, on a compris que voilà, le match il allait être arrêté pour plusieurs raisons, quoi. Donc, voilà. D'accord. Messieurs, vous êtes d'accord quand même pour dire que le football français va mal, hein, Chris? Oui, le football français va mal. On est surtout la risée, je pense, mondiale, parce que le problème aussi, c'est que, et que d'ailleurs, je trouvais trop peu montré, c'est que on est la risée dans le monde entier. Il n'y a qu'à simplement voir sur Twitter ou sur les réseaux sociaux que tout le monde parle de cet événement. Donc, ouais, c'est choquant. Alors, Raph, oui. Ouais, moi, je tiens à rajouter un truc par rapport à ce que Flo avait dit aussi, et puis par rapport à ce que Chris a dit. J'ai trouvé que l'attitude des Lyonnais, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait eu la même réaction à Marseille. Je ne tiens pas du tout à les blâmer, parce que pour un abruti qui était dans ce stade, qui a lancé la bouteille, et hier soir, on s'est retrouvé 56 000 à payer, enfin voilà, rester 2 heures dans le stade, à se cailler, voilà, ça m'a gonflé. Mais voilà, nous, on avait eu des consignes de rester calme aussi. Donc, avec Flo, on a joué le jeu, on y est allé vraiment tranquillement. On avait dit, voilà, si l'OM gagne, tant mieux, mais on fera pas de vagues. Voilà, le but, c'est d'aller voir un match de foot. Et moi, je pense à tous ces témoignages qu'on a pu voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des parents qui ont payé des places ultra chères pour leurs gamins. Une trentaine d'euros, oui. Voilà, et puis au-delà de ça, ce que Mohamed Eni avait dit tout à l'heure sur Winamax, alors certes, les places vont peut-être être remboursées, mais il y a un truc qui ne sera pas remboursé, c'est l'émotion que ce match aurait dû procurer. Voilà, on s'attendait à avoir un vrai match de foot avec 2 coachs qui venaient quand même révolutionner la Ligue 1, qui avaient des idées. 2 coachs où on se disait, c'est bien, ils apportent du nouveau en Ligue 1. Et je trouve ça tellement dommage que pour une fois, cette année en Ligue 1, on ne s'embête pas sur les terrains. Il y a du jeu qui est proposé, au moins des idées. Et en fait, les tribunes viennent gâcher tout ça. Et que ce soit même à Marseille ou au Classico, on avait tous aussi critiqué les réactions de certains supporters. Voilà, là, comme a dit Thibaut tout à l'heure, ça a été un sacrilège hier soir. Enfin, c'est vraiment, on a passé le cap de maintenant. Certaines personnes se permettent de lancer des trucs sur ce rectangle vert qui normalement est sacré, réservé aux professionnels, et on s'attaque aux joueurs.
Et on a vraiment atteint un cap hier soir, déjà qui avait été atteint à Nice. Et là, je trouve que les gens n'ont pas pris conscience et je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. On est presque à un point de non-retour, j'ai envie de te dire. Alors, on n'a pas encore entendu Richard qui veut aussi s'exprimer sur le sujet. Vas-y, Richard. Bon, moi, je vais d'abord faire un clin d'œil à Thibaut. Descartes disait « je pense, donc je suis ». Jean-Michel Aulas, c'est « je parle, donc j'ai raison ». Voilà, donc ça, c'est pour le petit clin d'œil, parce qu'il me fatigue considérablement. Et je vais peut-être vous choquer, mais moi, là, je suis le président des clubs dont les supporters ont fait ça. Qu'est-ce que je fais? Je donne le match à l'équipe adverse. Quoi que ça m'en coûte, je donne les 3 points. J'arrête le match et je donne les 3 points. Rien que pour punir mes supporters. Je ne comprends pas quand on est président d'un club, comment on peut accepter et supporter de telles attitudes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne comprends pas comment on peut accepter que des joueurs soient visés. Moi, à l'époque où on allait au stade, au temps de tapis, il n'y avait pas de joueurs touchés. Et on lançait des fusées, il y avait des débordements, il y avait des bagarres entre supporters. Jamais j'ai vu un joueur touché. Jamais. Alors peut-être je l'ai raté, mais j'ai jamais vu ça. Donc là, ça va trop loin. Et ça m'exaspère vraiment. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est de la responsabilité des présidents. Le président doit donner les 3 points sur le moment à l'équipe adverse. Quelle que soit l'équipe, que ce soit l'OM, Paris Saint-Germain, Bordeaux, n'importe qui. Parce que ça n'est plus possible de les laisser faire ça. Et quand on disait tout à l'heure, il n'est pas mort, c'est pas pénal, etc., excusez-moi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que s'il le prend à la tempe et qu'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? Okay. Alors, Richard. Donc ça, je ne suis pas d'accord. En tout cas, Pablo Longoria a reconnu hier que c'était la responsabilité des présidents de Ligue 1 de trouver des solutions. En tout cas, moi, je voudrais revenir un truc avec Thibaut, je voudrais revenir avec toi sur quelque chose. Aujourd'hui, on sait que le football, surtout en France, c'est vraiment un sport populaire. Il y a beaucoup de messages qui sont passés à travers le football, des fois des messages, des bons et des moins bons messages. Des fois, malheureusement, le racisme est souvent évoqué dans les stades. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France, voilà, parce que depuis le début de la saison, ce qui est regrettable, parce que la saison dernière, rappelons-le, on jouait dans des stades vides à cause du Covid. Juste une petite aparté. Je ne pense pas que ce soit un problème de racisme. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie envers Payet qui fait une saison exceptionnelle cette année et qui, pour moi, est le meilleur numéro 10 du monde actuellement. Alors, le racisme était un exemple pour dire que le football était véhicule de certains messages. Je voulais te dire, voilà, rappelons que l'année dernière, on jouait dans des stades vides, donc je crois qu'on a tendance à l'oublier. Est-ce que, moi, je veux revenir avec toi là-dessus, Thibaut, il y a un problème dans le football français pour qu'on en arrive là, sur tous ces matchs, et pas que les matchs marseillais, pour qu'on en arrive là, des envahissements de terrain, des jets de projectiles. Il y a un problème dans le football français cette saison. Alors, plusieurs points. D'abord, je ne crois pas que ce soit un phénomène strictement français. Il y a des cas en Europe qui sont répertoriés. Alors, on ne sait pas s'ils sont répertoriés parce que ça a eu lieu en France. C'est toujours pareil, ce genre de répertoire. Tu ne sais pas exactement quelle est l'intention. En tout cas, il semblerait qu'à Watford, il s'est passé quelque chose ce week-end. En NBA, il s'est passé quelque chose. En Hollande aussi, oui. Bref, après, il se passe toujours quelque chose quelque part, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un peu le principe des cas particuliers, c'est qu'il y en a tout le temps, des cas particuliers. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, prenons pour acquis déjà que au moins, c'est pas une spécificité française, voilà, qu'il y a éventuellement déjà des cas qui peuvent être en tout cas similaires à l'étranger. Deuxième chose, la question du Covid et du confinement. Je pense que c'est une question qui n'est pas pertinente, qui a tendance à nous aveugler et à plaquer des lectures sociétales sur un problème qui est un problème réglementaire. C'est pas la société qui envoie des bouteilles sur les joueurs, c'est pas la société qui a envahi des terrains, c'est pas le Covid qui a voilà, qui a envahi les tribunes, qui est allé voir nos tribunes. Non, on peut donner éventuellement une explication sociétale, mais à long terme. À court terme, c'est absolument pas ça l'enjeu. Parce que si on se perd dans des arguties de savoir si c'est le Covid, si c'est pas le Covid, déjà, on ne pourra jamais le prouver. C'est le principe des causes sociales. Tu ne pourras jamais les prouver. Ce sera toujours que des hypothèses.
Et ensuite, c'est beaucoup trop général pour pouvoir s'appliquer à ce cas particulier-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut penser d'abord le cas particulier d'un acte qui a lieu comme ça dans un cadre sportif. Et qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que les stades soient plus violents qu'ils n'étaient il y a 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Moi, je sais qu'en travaillant sur des archives dans les années 50, tu avais des gens qui balançaient des cailloux dans les tribunes, tu avais même des attentats dans les stades. Je ne suis pas certain que le stade soit plus violent maintenant. En revanche, ce qui semble certain, c'est que la tolérance à la violence, elle, est beaucoup moins importante. La tolérance, l'intolérance à la violence, elle est beaucoup plus importante. Et qu'il y a une sensibilité qui fait que désormais, le moindre geste est amplifié et le moindre geste est pris comme, sans doute à juste titre, je ne me prononce pas sur la valeur, mais qu'il est pris comme étant de l'ordre de l'inacceptable. Effectivement, et c'est pour ça qu'on se perd aussi quand on est sûr de dire oui, mais alors l'année dernière, on a lancé un briquet, oui, mais ce qui était l'année dernière, c'est l'année dernière. Il s'avère que maintenant, c'est devenu intolérable. Et j'en veux pour preuve l'unanimité autour de ce lancer de bouteille-là, enfin contre ce lancer de bouteille-là. Personne n'a légitimé le lancer de bouteille. Personne n'a dit il l'a bien cherché, comme c'était déjà le cas à Nice. À Nice, on a dit il l'avait cherché. Il y a eu cette petite musique de finalement il n'avait pas volé. Là, en l'occurrence, personne n'a soutenu cet argumentaire-là. Ça prouve donc qu'on a un petit peu avancé quand même par rapport à la première fois. Là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un acte qui est inacceptable. Et donc, je pense que si on veut se sortir de cette situation-là, il faut sortir du réflexe qui consiste à plaquer des explications toutes faites qui sont efficaces, parce qu'elles permettent effectivement, mais comme l'astrologie est efficace pour expliquer tout un tas de situations, mais ce n'est pas parce que l'explication est efficace qu'elle est vraie. Je vous le répète, on peut expliquer ça par un transit de planète sur Mars ou la pleine Lune. Ça peut fonctionner. On peut aussi utiliser autrement la lutte des classes. On peut dire oui, c'est la lutte des classes entre les prolétaires et la bourgeoisie. On peut parler d'exploitation, etc. On peut parler de tout ce qu'on veut, mais on ne parlera jamais de ce qui s'est passé. Or, je pense que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre la spécificité de cet acte-là, dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et comment ça s'est passé. Voilà. Et à partir de là, mon hypothèse, c'est que ce qui se passe dans un stade, un acte, il n'y a pas d'acte isolé dans des stades. Ce n'est pas possible, car un stade, c'est un peu comme un lieu de culte, c'est un lieu comme un lieu de culture, c'est un lieu où on est tous en train de faire la même chose. Dès lors que quelqu'un ne le fait pas, ça nous concerne tous. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est tous sentis un peu salis, dégoûtés de ce qui s'est passé l'autre soir. Merci Thibaut. Alors, ça vous fait réagir les gars. Alors, qui veut commencer? Je vois que vous voulez tous réagir. Allez, bon. Ouais, moi, je veux juste rebondir sur juste un point, c'est juste ça. Thibaut, quand tu dis que les gens ne trouvaient pas, personne n'excusait ce geste et personne n'accablait Payet, hier soir, j'ai été vraiment frappé de voir certains supporters qui ont l'âge de Flo et moi, la vingtaine, qui se mettent pas très loin des virages et qui ont, après, j'ai envie de dire, c'est ça, de dire le culot, oh, mais il aurait pu se relever. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Excuse-moi, excuse-moi, Ouais. sur ce point précis, effectivement, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce à quoi tu fais allusion là, la réaction des gens autour, les gens qui se sont marrés autour, les Ouais. chants d'insultes font partie de cet acte-là. Pour moi, tout ça est à prendre ensemble. Oui, voilà, pas pour moi, simplement c'est un jet, tout. voilà. Et c'est au sens où de l'extérieur, ceux qui ont assisté à ça, eux, ont été unanimes pour le rejeter. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. C'est comme les gens qui ont filmé le jet et qui ont rigolé derrière. Pour moi, ils doivent être punis parce que c'est on va pas dire de la complicité, parce qu'il n'y a pas eu, c'est un jet de bouteille, mais enfin, je sais pas comment on pourrait le définir en termes pénals, mais voilà, c'est un sacrilège. Ouais, voilà. Et puis, ils ont filmé, ils ont rigolé derrière. C'est là où on oublie peut-être la dimension des sportifs, que ça reste des êtres humains d'abord. Et moi, je disais à Flo hier soir, mais même si ça s'était passé à Marseille, je me serais senti sali de ça. Les gens ont tendance à dire « Ah, mais c'est parce que c'est Lyon, tout ça, que vous réagissez comme ça. » Non, c'est au bout d'un moment, si tu attaques des gens physiquement, enfin, on dépasse un cadre bien plus large que le simple match de foot. Et pour moi, ouais, voilà, donc c'était juste rebondir sur ce point-là, que moi, on a entendu pas mal de gens au stade dire « Oh, mais il le méritait,
Et c'est ça qui m'a choqué aussi, de dire qu'il le méritait, alors que pour une fois, en conférence de presse, Payet n'avait rien dit. Pourtant, on lui a posé la question piège, et lui, il a juste répondu, non, moi, je fais du régime à base de kiwi. Enfin, il y avait rien de provoquant. C'est ça qui me saoule le plus. C'est le seul moment où Payet, cette fois, ne dit rien, ne fait rien pour enflammer les choses, et il se prend cet incident. Ok, Raph. Allez, Chris, après Richard. Juste- Vas-y. Alors, moi, ce que je tenais à dire, c'était et revenir, c'était sur le côté sacré, le côté sacrilège dont on a discuté tout à l'heure. Parce que moi, ce que j'observe quand de l'extérieur, en tout cas de Genève, de la société française, il y a quand même des spécificités très françaises quand même. Parce que moi, j'ai pas l'impression que dans les autres stades, on ne va pas respecter justement ce qu'il y a de sacré. Je ne sais pas si dans d'autres pays d'Europe, il peut y avoir des personnes qui vont se permettre par exemple, de mettre une claque au président de la République. On va essayer de me trouver un autre exemple. En Europe, je vous souhaite bon courage. Donc, je pense quand même qu'il y a des choses qui sont très spécifiques quand même à la France et aux Français actuellement. Et c'est vrai, c'est à très juste titre. Ils ont parlé tout à l'heure, Flo et Raph, de la jeune génération. Qui visiblement en fait on n'avait plus rien à foutre et puis en fait se moquer complètement justement de quelques principes j'ai envie de dire moraux un peu de base et qui d'ailleurs ne sont pas dus qu'à Lyon hein. Moi j'avais une honte mais une honte de ce qui s'est passé à Marseille contre le match contre PSG que des mecs en plus viennent se filmer, c'est-à-dire que ça qui est complètement fou, je sais pas, vous avez réfléchi 2 secondes. On va prendre 2 exemples. La vidéo qui a été postée justement, où on voit justement le jet de bouteille avec tous les gens en train de se marrer, là, qu'on a dû tous voir maintenant sur Twitter. Il y a juste un angle que j'ai rarement entendu. C'est-à-dire que quand même, il y a quelqu'un qui a diffusé cette vidéo. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui était fier de ce qui s'était passé, même après les événements, donc. D'accord? Parce que c'est pas du direct, hein, c'est quelqu'un qui était voulu faire malin et qui a posté ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens, quelque part, qui soutiennent ça ou qui se réjouissent de ça, en fait. Et pareil, on a la même chose au Vélodrome où on voyait des mecs en train de balancer des chargeurs, des piles sur le côté. Ah, Dieu merci, personne n'a été touché parce que visiblement nos supporters sont un peu moins précis que les Bad Guns lyonnais. Donc voilà, mais moi j'avais honte. Et le problème de tout ça, c'est-à-dire que là, si on continue comme ça va aussi arriver un jour ou l'autre au Vélodrome. Et c'est pour ça d'ailleurs que, je ne sais pas si vous avez remarqué, Longoria quand même, il l'a joué, j'ai trouvé il n'était pas trop offensif. D'ailleurs, on lui a reproché, on lui a dit pourquoi il n'a pas défoncé Olas. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu le match aussi de PSG. Il a bien vu qu'on aussi on a eu très chaud avec ce qui a failli se passer. Et que ce qui s'est passé à Lyon, ça aurait pu se passer aussi à Marseille. Donc à un moment donné, j'aimerais aussi qu'il y ait une remise en question finalement en France, un peu de leur culture, un peu leur éducation. Enfin, et s'il le faut, dans ce cas, il faudra peut-être, je ne sais pas, empêcher les gens de venir avec du matériel qui puisse blesser autrui. D'ailleurs, c'est une petite chose aussi que j'aimerais ajouter, moi, qui m'étonne. Moi, vous savez, je viens du milieu du spectacle. Et dans le milieu du spectacle, on n'a plus de bouteilles. Hein. On n'a plus. Je veux dire que si vous venez même avec un chargeur ou un truc comme ça, si vous allez à un concert, jamais de la vie vous allez pouvoir rentrer. À l'entrée, on va vous l'enlever. Pourquoi est-ce que, je veux dire, le foot, c'est un spectacle comme un autre. Pourquoi est-ce qu'on peut venir avec une bouteille d'eau? Moi, je pose la question. Depuis longtemps, le spectacle vivant a trouvé une réponse à cela, en fait, simplement en bannissant ces choses-là et avoir les petits gobelets en plastique qui ne feront pas trop mal, même si on l'envoie bien fort. Un premier truc pour réagir, nous on était au stade hier soir, enfin, même à Marseille, j'avais trouvé ça vraiment compliqué. Les fouilles, c'est de pire en pire. Enfin, voilà, moi je suis rentré, j'ai des allergies, donc j'ai des médicaments avec moi. Enfin, moi, le gars m'a juste touché les bras. J'avais ma banane autour. Il m'a dit, il y a quelque chose dedans. J'aurais très bien pu lui dire non. Et puis, ça se trouve, j'avais des fumigènes ou des trucs à lancer. Et il te distribue, on a pris un coca un moment. Alors, il te donne une bouteille en plastique remplie à fond. Mais alors, ils ne te mettent pas le bouchon. Mais enfin, quand même, c'est pas logique. Il faut mettre des gobelets. Voilà. Le Donc, bouchon, tu peux venir ça, avec. Tu peux le venir avec aussi, le bouchon de oui, et puis l'extérieur. celui qui a balancé la bouteille d'eau, c'était un truc fermé. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire, dont les fouilles. Voilà. Parce Alors, que Thibaut, oui. la spécificité des bouteilles cristallines, c'est qu'il y a le bouton, précisément, tu Oui, ne peux pas Ouais. l'enlever. oui, Il me semble que dans le stade, les bouteilles devaient être ouvertes, et c'est souvent le cas, tu dois enlever le bouchon, et là, tu ne peux pas enlever le bouchon. Donc en réalité, il faudrait interdire les bouteilles cristallines si on voulait vraiment être stupide jusqu'au bout. On autoriserait les bouteilles, mais on interdirait les cristallines. Sur ce, le PDG de Cristalline interviendrait en disant que c'est de la discrimination et on partirait sur un scandale
à la française avec des plutôt grands principes moraux sur des affaires qui sont des affaires vraiment anodines, quoi. Voilà. Je vous laisse continuer à réagir. Allez, Richard, c'était ton tour. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On ne s'attaque pas à ce qui est l'objet du spectacle que l'on va voir. Et l'objet du spectacle, c'est les joueurs. Finalement, ce sont comme des artistes. On ne doit pas s'en prendre à eux. Je veux dire, JPP, Jean-Pierre Papin, combien de fois il a envoyé des fions à ses adversaires et même à d'autres entraîneurs adverses. On ne lui a jamais envoyé une bouteille dans la tête. Jamais on se serait permis ça à l'époque. Vous voyez? Si ça avait été les joueurs d'Aulas en venant à Marseille, aujourd'hui, il y aurait un procès extraordinaire avec Aulas. Sauf que là, ça ne l'arrange pas. Vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Avant, on ne touchait pas les joueurs. Il y avait des tueries, il y avait des bagarres. C'est vrai, il y a eu des meurtres dans les tribunes. Mais entre supporters, c'est leur problème. On ne touche pas aux joueurs. Parce que le problème qui va se passer, c'est que si on donne une importance moindre à ça, demain, ça va s'étendre. Ça va s'étendre au Vélodrome, mais ça va s'étendre aussi aux autres stades. Et là, on ne va plus s'en sortir. Jusqu'au jour où il y a vraiment un mort, et là, on va le regretter. Alors, on espère qu'on n'en arrivera pas là, Richard. On va revenir un petit peu sur le déroulement de la soirée. Donc, il se passe cet accident. L'arbitre renvoie les joueurs immédiatement au vestiaire. Peut-être une heure plus tard, on est sans nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on voit des images sur Amazon Prime, etc. Une heure plus tard, on voit le speaker du stade qui revient et qui dit aux supporters, voilà, le match va reprendre, attention, au moindre incident, l'arbitre arrêtera le match tout de suite. Ok. Donc, je vais revenir vers vous, Raph et Flo, vous étiez au stade hier. Flo, donc le speaker dit ça. Donc, est-ce que vous y croyez, vous, déjà? Parce que moi, personnellement, j'y croyais pas. Je ne voyais pas le match reprendre à ce moment-là, malgré que le speaker l'ait annoncé. Ah, mais dis-toi qu'avec Raph, on n'y croyait pas du tout. Hein. On le savait très bien que ça n'allait pas reprendre. Et tous les supporters qui étaient aux alentours, qui nous disaient « Ouais, ça va reprendre, ça va reprendre, ça va reprendre ». On entendait la bronca des supporters lyonnais, des bad guns surtout, qui disaient « Ouais, ça va reprendre » et tout ça. Alors que nous, on savait très bien au fond de nous. Et je pense qu'il y avait quelques membres aussi de l'OM Fan Club Genève qui étaient au stade. Et je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas cru à cette reprise. C'était tellement, je ne sais pas comment expliquer, mais on savait très bien que les joueurs, ils n'allaient pas revenir sur le terrain parce que c'était déjà arrivé à Nice. Ça revient là. En plus, après 2 minutes 30 de jeu, c'était sûr que ça n'allait pas revenir, ça allait pas reprendre. Mais c'était quasi sûr. Et d'ailleurs, après, quand on apprend après que c'est une manipulation de Aulas, tu te dis, bon, c'est quand même, ça va quand même très très loin pour pouvoir essayer de reprendre le match et essayer de gagner le match, même sans Payet, quoi. Alors, mais c'est surtout qu'on se disait, c'est juste pour faire un petit truc, on s'est dit aussi à quel moment ils vont pousser le délire plus loin de ne pas faire d'annonce, sachant que les deux équipes jouent en Coupe d'Europe cette semaine, et puis du coup, ça va décaler toute la préparation. Et aussi, je trouvais ça malsain, autant que j'ai trouvé malsain à Nice, le fait d'annoncer la reprise du match en sachant qu'il y a une équipe qui allait pas revenir. Je trouve ça extrêmement malsain parce que je trouve que ça fait qu'augmenter la tension. Hier, je l'ai vraiment senti. Les gens ont applaudi les joueurs lyonnais quand ils sont rentrés sur le terrain. Et du coup, je suis désolé, mais il y a beaucoup de supporters qui étaient en mode tiens, ils sont où les Marseillais? Pourquoi ils ne rentrent pas? Et si tu as 2 sous de jugeote, je pense que tu es assez intelligent pour comprendre que l'équipe va pas revenir. Enfin, voilà, il y a un joueur qui a été agressé, qui a pris une bouteille en plein dans la figure. Il est traumatisé psychologiquement, surtout que c'est la 2e fois cette saison. Enfin, au bout d'un moment, il faut être un minimum logique. On n'aurait pas eu cette équité sportive. Alors après, je ne sais pas qui a dit quoi. Est-ce que l'arbitre a voulu interrompre le match, tout ça. Voilà, ça, je pense qu'on en saura plus après. Mais voilà, c'est ça. Ça me dérange toute cette atmosphère qui a été lancée à côté en mode, tiens, on va laisser planer un doute qui a été très malsain. Ouais. Raph, dans l'équipe, hier, je regardais l'équipe après le match, il disait bien que l'arbitre
avait pris la décision Alors, on immédiatement d'arrêter le match et que quelques minutes après, on apprend qu'il est décidé que le match va reprendre. Donc on va y revenir, ça aussi, on va y c'est revenir, étonnant, justement, Richard. On va y revenir. Je voudrais juste avoir la réaction de Thibaut. Thibaut, toi, quand tu as le speaker qui, au bout d'une heure, te dit le match va reprendre, tu y crois vraiment ou tu te dis non, ça En va pas fait, se faire? il y avait quelque chose d'intéressant hier soir, c'est qu'il y avait un aspect hypnotique de la situation. Et ça explique, je pense, aussi pourquoi les gens ne sont pas partis tout de suite. Bien qu'ils se doutaient tous que le match n'allait pas reprendre. Pourtant, on s'est tous attardés et on n'a pas éteint la télé. On n'est pas forcément parti du stade tout de suite. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a envie de savoir jusqu'où la bêtise pouvait aller et voir le spectacle de l'irresponsabilité sous les yeux. Il y avait quelque chose d'hypnotique de voir le speaker annoncer un match dont on savait très bien qu'il n'allait pas reprendre, de voir les Lyonnais s'échauffer sans voir les Marseillais. Et plus ça avançait, plus tout le monde s'enfonçait. Et souvent, la bêtise ou l'irresponsabilité a cet aspect hypnotique. Tu as envie de regarder. C'est une sorte de pornographie de l'intelligence. Tu peux pas t'empêcher de regarder les gens idiots. Tu peux pas t'empêcher de les écouter. Et tu peux pas t'empêcher de voir des gens faire des conneries. Et ça, tout le monde le voyait, en fait. Et c'est ce qui est un peu affolant dans cette affaire et en même temps rassurant, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a eu que des mauvaises décisions qui ont été prises. Et pourquoi on le savait? Parce qu'il y a eu un précédent. Et on savait très bien ce qu'il ne fallait pas faire et que tout s'est passé exactement de la même façon. Moi, je sais parce que je connais bien les gens du staff de l'OM. Il s'est passé, ils me l'ont dit, exactement la même chose qu'à Nice. Exactement la même chose, avec un arbitre qui, au départ, ne veut pas reprendre, la pression de la préfecture, l'intervention du club local qui veut reprendre, le refus des joueurs marseillais, c'est sûr. le traumatisme de Payet. Mais c'est même pas le problème en fait. La question des 3 points, c'est pareil, c'est faire insulte à l'intelligence de tout le monde. On n'est pas dans un problème de 3 points là. On est dans un problème où on a le meilleur joueur de l'équipe adverse qui a été agressé. Et je trouve, entre parenthèses, que la qualification du juge sur cette affaire-là, qui date d'aujourd'hui sur violence avec arme par destination, c'est effectivement ça. C'est une agression physique. Une agression physique avec une arme. C'est ça le scandale. Alors, vous savez que dans le droit, n'importe quel objet peut être une arme. Ce qui compte, un stylo peut être une arme. Ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire. Si tu le transformes en arme, ça devient une arme. Une bouteille qui est lancée, même à longue distance, devient une arme. Donc, dès lors que tu agresses un joueur avec une arme, c'est un délit pénal. Et c'est un délit pénal qui peut engendrer des peines de prison. Donc, c'est quelque chose qui est grave et qu'il ne faut absolument pas minimiser. Et donc, tout ça, on l'a vu en direct. On savait que ça n'allait pas reprendre. Et pourtant, on l'a quand même regardé parce qu'on se demande toujours où est-ce qu'on peut aller. Je pense ce qui est encourageant ce soir, ce qui est encourageant aujourd'hui, c'est la prise de position du président de la Ligue. On peut penser tout ce qu'on veut de la Brune, du passé, etc. De ce qui a été dit aujourd'hui me semble beaucoup plus intéressant que ce qui a été dit après Nice. Où là, on a un leadership, quelqu'un qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, des présidents qui ont rectifié. Oh là, petit à petit, en train de louvoyer pour essayer de revenir, mais non, c'est pas tant ce que j'ai dit, etc. J'ai pas fait pression, etc. Pour finalement que tout le monde se rende compte que cette situation n'est plus acceptable. Elle a peut-être été à une époque, elle ne l'est plus maintenant, et tout le monde est unanime pour ça. Unanime pour condamner les gens qui ont insulté Payet, pour condamner les gens qui ont envoyé une bouteille, et condamner les gens qui essayent de minimiser cet acte-là. Alors, merci Thibaut. Oui, Raph? Moi, j'ai une question pour Thibaut. Est-ce que tu penses que Vincent Labrune a réagi à cause de la soufflante qu'a passé Daniel hier soir sur l'after? Parce qu'il n'y a pas été de main morte sur Vincent Labrune hier soir. Alors, Non, Non, mais je connais bien Daniel, je connais bien le dossier. Parler de Riolo, là. Oui, de Riolo. Je ne crois pas que ce soit lié à l'intervention de Daniel. En revanche, ça fait des semaines que Daniel, chaque jour, se plaint, je pense, sur un certain nombre de points, assez à juste titre, de l'absence de visibilité de Labrune. Ça ne veut pas dire que Labrune ne travaille pas. C'est là où Daniel exagère peut-être un peu. Oui. C'est qu'il ne travaille pas. C'est qu'il refuse de prendre la parole, il refuse d'incarner le pouvoir qui est le sien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il passe son temps à se référer à d'autres. C'est un peu l'employé des autres. Donc, du coup, il n'a jamais pris de position claire parce qu'à chaque fois, il réfère à d'autres, à Olas, à ses présidents, etc. Il n'a pas d'autonomie. Or, quand tu n'as pas d'autonomie, parce que dans les règlements, il n'a pas l'autonomie. Quand tu n'as pas d'autonomie dans les règlements, il faut passer en force. Et comment tu passes en force en démocratie? Tu passes par l'opinion publique. Et je pense que Labrune a bien fait de donner cette interview et je pense qu'il va être amené à intervenir de plus en plus pour incarner cet intérêt général parce que je pense
que les seuls qui défendent un peu les gens qui regardent le spectacle et qui défendent un peu le football dans cette histoire et qui ne sont pas que dans les querelles de chapelle, c'est la Ligue, en fait, malheureusement. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que le fait que Vincent Labrune soit un ancien président de l'OM, alors qu'il ait été Non, c'est aimé ou débile, pas, ça. est-ce que, non, Non, moi, c'est je débile. pose la question, est-ce que ça le pose pas dans une position un peu plus délicate par rapport à l'opinion publique, justement? C'est une des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas intervenir déjà à l'époque de ce qui est une raison débile. C'est une raison débile parce qu'on ne reproche pas à quelqu'un d'avoir exercé un autre mandat dans la mesure où c'est en vertu de ce mandat-là qu'il exerce celui-là. Donc c'est précisément parce qu'il a été président de club qu'il est encore plus légitime pour se prononcer sur cette question-là. D'ailleurs, il le dit dans l'interview d'aujourd'hui. J'ai moi-même été confronté à cette situation-là. Le moment où le précédent devient un handicap, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la gestion. En l'occurrence, le fait d'avoir été président de l'OM le légitime encore plus pour se prononcer sur ce sujet-là. Ensuite, charge à lui de ne pas être partial dans ses décisions, évidemment. Mais je crois que quand on arrive à ce niveau de responsabilité, on en est quand même loin de cette question-là. Ça, c'est une D'accord, moi, question qu'on voit à nous comme un peu des petits complotistes dans notre coin, etc. Mais c'est des gens qui évoluent dans des sphères où l'OM, les Girondins de Bordeaux, Strasbourg ou le Milan AC, pour eux, c'est un peu pareil, quoi. Il y a plus vraiment de différence. Ce qui compte, c'est eux, leur trajectoire personnelle. Et lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est, à mon avis, pas auprès de l'opinion publique, auprès des autres présidents, qu'on l'accuse de favoriser l'OM. Et je pense que c'était une position qui était une mauvaise position depuis le début et qui, j'ai l'impression, il a changé. Et j'espère que ça va permettre d'ouvrir un peu plus les débats, offrir un peu plus de transparence et laisser sa place à l'opinion publique dans ce débat-là. Alors, on continue sur le déroulement de la soirée. Donc, au bout d'une heure, le match va reprendre. Les Lyonnais ressortent sur le terrain pour s'échauffer. Ils sont acclamés par leurs supporters. Il reste, on va dire, grosso modo, 10-15 minutes sur le terrain à s'échauffer. Et hop, on leur dit de re-rentrer dans les vestiaires. À ce moment-là, on comprend que le match va vraiment pas reprendre. Ils re-rentrent. Et au bout de 2 heures à peu près, on voit sur les caméras de Amazon Prime le speaker du stade revenir avec un visage un peu plus fermé que la première fois. Alors, on sait ce qu'il va nous annoncer, donc il nous annonce que le match est finalement s'arrête, finalement le match est annulé. Donc la décision de l'arbitre a été d'arrêter ce match. Apparemment, il le dira après en interview que ça a été sa première décision. Donc messieurs, je veux en venir à la première interview qu'il y a eu direct après le match du président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui nous a beaucoup surpris. Donc peut-être, comme tu disais Thibaut, il a Ne quand même... m'interroge pas, hein. Je te dis, ne m'interroge pas. Je t'interroge pas. Il a peut-être changé ses propos. Comme disait Thibaut, mais bon, alors c'est faux. Même au cours de l'interview, en fait, il a commencé à Même au cours. Alors qu'on s'en est rendu compte en même temps, parce que Thibaut Leroy l'a aidé. Thibaut Leroy l'a aidé, lui a dit. Oui, vous êtes sûr, président, Oui. On voyait Thierry Henry également choqué à côté. Thierry Henry était très choqué à côté. Puis comme tu dis, le journaliste d'Amazon l'a un peu aidé. Mais les premiers mots de Jean-Michel Aulas, c'est quand même on aurait pu reprendre ce match, la sécurité est maîtrisée, vous voyez, on a interpellé l'individu. En gros, ça me dérangeait pas. C'est le logiciel d'il y a 10 ans. Effectivement, ou même il y a 5 ans, même avant le Covid. C'est le logiciel où, bon, ben voilà, on a résolu le problème. Maintenant, c'est le logiciel où le président du club pense avoir la maîtrise de la situation et de la maîtrise des virages et de la maîtrise de tout ce qui peut se passer. Ça, c'est un logiciel qui, depuis le Covid, au moins, depuis le nouveau football, si je puis dire, je pense que c'est un peu plus ancien, mais datons-le rapidement depuis le Covid, n'est plus valable, est devenu obsolète d'un coup. Donc maintenant, la question n'est plus de savoir si on peut reprendre le match dans de bonnes conditions ou pas. La question est qu'est-ce qui s'est passé et de prendre en compte la spécificité de ce qui est en train de se passer et du contexte. Je rappelle qu'on est en contexte d'élection présidentielle, on est en contexte de radicalisation un peu de tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ce qui semblait anodin il y a encore quelques années est actuellement plus anodin du tout. Et c'est peut-être moins grave d'un point de vue technique. C'est peut-être moins grave que le plan Le Prou, que Yann Laurence. C'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé au parc, par exemple. Mais ça a beaucoup plus d'impact, précisément parce qu'il y a eu tous ces précédents avant et qu'on est dans un contexte d'extrême tension qui fait que, comme pour pas citer Orelsan, il y a une sorte d'odeur d'essence qui fait qu'à tout moment, bon, il y a 20 ans, NTN disait l'odeur du soufre,
ça ressemble un peu. Alors le souffle, la spécificité, c'est après l'incendie. L'essence, c'est avant l'incendie, que l'odeur d'essence voilà, rôde, et donc à tout moment, ça peut s'enflammer. Ok. Ah, Mais tu parlais, Thibaut, d'un peu des changements de version. Ce matin, j'étais dans le train pour rentrer sur Genève et j'ai écouté 2 fois ce que les gens ont appelé le clash entre Daniel Riolo et puis Jean-Michel Aulas. J'ai dû le réécouter une deuxième fois parce que la première fois, c'est très vite parti et puis ils sont tout de suite engueulés. Mais finalement, dans le fond, j'ai remarqué qu'en fait, même durant cette engueulade, si on pourrait dire, il y avait eu une sorte de changement, le sujet, on avait déplacé le sujet. Au début, c'était vraiment l'agression, après, c'était les décisions de l'arbitre. Et au final, Monsieur Aulas, qui en plus, je le défendais encore hier matin avec des amis lyonnais, je disais, voilà, Monsieur Aulas, c'est un très bon Ça président t'apprendra. avec tout ce qu'il a fait à Lyon. Non, mais ça, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il se batte pour son club. Mais je trouve que hier soir, il a été trop loin. Et j'ai retrouvé même que pendant cette dispute avec Daniel, il y avait eu une sorte un peu de rétropédalage. Finalement, après, il disait à Daniel de s'excuser, mais pour un autre truc ou un truc un peu plus nuancé. Et en fait, il avait tout de suite nuancé un petit peu ces trucs. Et c'est ça où j'ai été vraiment déçu de M. Aulas, c'est ce changement de version. Et ce qui a été C'était dommageable énorme. dans l'affaire, c'est que c'est comme avec l'affaire River à Nice. Moi, je suis à Nice, pour rien vous cacher, je suis pas mal cette équipe. Ça a été un peu le même cas qu'à Nice, c'est qu'il y a un effet de désenchantement. C'est-à-dire qu'on attendait, en fait, on attendait la prise de parole d'Aulas. On s'est dit, s'il y a un président qui peut arriver à sortir par le haut de cette situation-là, c'est Aulas. Peut-être à tort, hein, peut-être qu'on était naïf, sans doute. Mais en tout cas, qui a le pouvoir de pouvoir le faire, qui a l'aura et suffisamment d'autorité dans le football français pour pouvoir le faire. Je rappelle qu'il est vice-président de la 3F aussi. C'est bien Aulas. Or, on a eu un discours de boutiquier, alors qu'on s'attendait à un discours de grand homme, en quelque sorte. Et du coup, la chute a été d'autant plus terrible, et ce qui, à mon sens, explique une partie du clash avec Daniel, qui lui-même, Daniel, avait jusqu'à présent pas mal de respect pour Aulas, bien qu'il ait demandé sa tête plusieurs fois dans l'émission. Il y a eu un effet de désenchantement, de fin de l'amour, si je puis dire. Et Aulas lui-même a très mal vécu l'idée que le traitant de menteur, tout à coup, il tombait de la statue du commandeur. Enfin, il tombait de la statue. Et que lui a très mal pris qu'il soit traité de menteur. Et Daniel a ajouté un peu du factuel, etc. Je pense que le terme de menteur est peut-être un peu exagéré. En revanche, d'avoir tenté de profiter de la confusion générale, oui. Ça, je pense qu'Aulas a essayé de le faire parce que c'est quelque chose qu'il sait très bien faire. Mais ça, c'était le logiciel d'avant. C'était le logiciel d'avant Nice-Marseille, c'était le logiciel d'avant le confinement, c'était le logiciel où tu avais encore des présidents qui régnaient sur leurs ouailles. Or, tout le monde a énormément changé, à commencer par les services d'ordre, qui ont beaucoup changé. Et là, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur les palpations, sur le problème des stadiers. Il y a un vrai sujet sur les stadiers, il y a un vrai sujet sur les sociétés de sécurité qui s'occupent des stades maintenant. On ne sait plus organiser les stades, des manifestations sereinement. Donc voilà, je te laisse. Justement, Thibaut, j'en viens à un problème. Quelle solution aujourd'hui? Alors, c'est peut-être facile la question est peut-être facile à poser, mais quelle solution, quelle idée on pourrait réfléchir et donner vite au football français? Parce que le problème est trop grave aujourd'hui, Richard. Il le disait tout à l'heure, Thibaut le disait tout à l'heure. On n'est pas dans une gravité sur l'acte à proprement dit d'hier pour mettre une sanction pénale ou mettre en tôle pendant 2 ans le gars et faire un truc pénal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un autre type de sanction, et ça, c'est la Ligue qui doit le mettre en place, donc la Brune. Et il ne faut pas remettre en question la légitimité. Il a été président de l'OM, aujourd'hui, il a une autre posture, président de la Ligue. Et c'est à lui à prendre ce genre de décision et prendre des décisions strictes en accord avec les présidents. Les présidents doivent se retourner contre leurs propres supporters lorsqu'ils font ça, et très durement. La position, par exemple, du harcelant, c'était très intéressant. Je trouve que ce qui a eu lieu à ce moment-là était très j'ai pas entendu ce qu'ils ont fait. Et très intéressante. Mais non, au moment de l'envahissement du Lens-Angers, ou Lens-Lille, pareil, il y a encore un derby où le président s'est immédiatement retourné contre ses propres supporters et a porté plainte contre une quarantaine de supporters, les a identifiés. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, mais il faudrait le systématiser. Il faudrait que tout le monde soit sur cette. Voilà, c'est ce que je veux dire.
Voilà, Exactement. on est d'accord. Mais de toute façon, tu sais, c'est un peu comme l'histoire des droits de TV, etc. La solution, on la connaît, en fait. C'est Oui. ça le problème. C'est que Mais la ils le solution, feront on la pas. connaît. Le Le problème, problème, c'est c'est qu'ils qu'ils le le font feront pas. pas. C'est qu'ils le font pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va amener à Moi, le je suis faire? le président. Je suis au LAS. Ou même l'autre fois, allez, on va parler de l'OM parce que je suis pour l'OM, mais sinon, on va dire que je suis contre l'AS. L'autre fois, à l'OM, ce qui s'est passé, je dis, ah oui, vous voulez faire ça? Dans mon stade, vous voulez faire ça? D'accord, il n'y a pas de problème. Je donne les 3 points à l'équipe adverse. Deuxième élément, deuxième partie du plan, la Ligue doit rétrograder de 3 ou 4 places l'équipe chez qui ça arrive. Et croyez-moi, les supporters, ils vont réfléchir à 2 fois avant de faire ça. Bien sûr, et il faut ajouter une difficulté supplémentaire, c'est que dans le règlement disciplinaire de la Ligue, il n'existe pas de cas où un joueur a été agressé par le public. Il y a le cas de l'arbitre, il n'y a pas de règlement. En fait. Ça explique aussi la confusion. C'est-à-dire que tous les règlements, toutes les procédures sont à revoir parce qu'on n'a jamais été confronté à ce type de problème-là, à ce type de violence-là individuelle dans des stades. Et que quand je dis qu'il faut se mettre autour de la table pour réfléchir à ça, c'est que il n'y a pas de pensée automatique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que tout le monde se parle pour qu'on se mette d'accord sur un arsenal de sanctions qui soit efficace, le moins injuste possible et qui permette d'éviter la récidive. Et que là, on ne peut pas juste nous dire, ah bah voilà, on va mettre le mec en prison ou interdiction de stade à vie, etc. C'est ridicule, en fait. Et pourquoi pas 30 ans? Voilà, et pourquoi pas 30 ans? Et pourquoi pas c'est une sanction que personne ne va jamais appliquer, elle n'a aucun intérêt non plus. Donc, ce qu'il faut, c'est d'arriver à bien penser la situation. Il faut mettre autour de la table les entreprises de sécurité aussi pour qu'on comprenne quel est le problème. C'est souvent un problème de moyens. Il n'y a pas assez de gens, en fait. Il y a beaucoup trop de monde à palper et pas assez de gens. Donc, peut-être qu'il faut installer des portiques. Peut-être qu'il faut faire autrement. Mais il faut les grillages, les fameux grillages qui empêchent les projectiles de passer. Les grillages, mais regarde, on n'en installe pas. Au Vélodrome contre Paris, le fameux chargeur, c'est en latéral. C'est pas dans les virages. Donc, je veux dire, après, tu peux mettre des grillages partout. Éventuellement, pourquoi pas, mais en tout cas, Allez, que toutes les solutions soient sur la table. Merci, messieurs. On va finir cette émission. On va parler un tout petit peu de football, parce que malheureusement, on n'a pas vraiment eu l'occasion ce soir. On va en parler avec toi de football. On a un match, quand même, jeudi d'Europa League contre Galatasaray. On joue notre qualification. Je rappelle qu'on a fait 4 matchs nuls sur les 4 matchs, donc on a 4 points. La qualification est possible, mais là, il va falloir vraiment aller gagner ce match en Turquie. Comment tu vois ce match pour les Olympiens? Après, on va dire les circonstances. Justement, je pense que les circonstances vont les aider. Parce qu'il va y avoir un effet de révolte chez Sampaoli, c'est quelque chose de très important. Ça. Déjà, ils n'auront pas joué, donc ils seront fatigués nerveusement, certainement fatigués nerveusement, on commencer par Payet. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais ils ont pu s'entraîner bien aujourd'hui. Ils vont pouvoir bien préparer ce match, notamment tactiquement. Et moi, je pense qu'ils vont avoir à cœur de justement parler football et de montrer quelque chose. Alors voilà, ça c'est un peu de la pensée magique. Ensuite, concrètement, tactiquement, il faudrait que Marseille et que cette équipe-là arrive à accélérer un peu la circulation du ballon, qu'il arrive à provoquer plus de difficultés dans les phases de possession, qui est un peu un problème récurrent depuis 2 mois. Qui est lié au problème des ailiers, lié à l'arrivée de Milik qui n'est pas complètement à 100%. Voilà, donc j'espère que la révolte va arriver et qu'un but assez rapide permette un peu à tout le monde de se détendre et ensuite de faire un beau spectacle. Merci Thibaut. Comment vous voyez le match, les gars? Qui c'est qui veut se lancer sur le sujet? Oui, Richard. Ben écoute, moi je suis 50% d'accord avec Thibaut et 50%, est-ce que ça ne va pas les déstabiliser et puis entraîner une attitude et une mélancolie qui les rend amorphes. Voilà. C'est ça que j'ai peur à cause de cet événement. Mais bon, on espère que, comme l'a dit Thibaut, ils vont être galvanisés et puis ça va exploser. Payet, rappelle-moi, il est pas suspendu ce match, il joue. Alors, je n'ai pas souvenir qu'il soit suspendu. D'accord. Alors moi je veux dire. Alors par contre sa présence, elle va quand même être. Alors moi je dis à ceux qui par 2 fois déjà lui ont envoyé quelque chose dans la figure, je leur dis bande d'abrutis. Même le match qui arrive là, vous n'allez pas lui enlever sa technique à Dimitri. Vous y arriverez pas. Ça sert à rien. N'envoyez plus de bouteilles, vous vous ridiculisez. Alors, un petit tour de table, messieurs, pour votre petit pronostic. Raph. Je sais pas, j'aurais envie qu'on gagne, mais je vois un partout. Un partout pour un 5e match nul, alors. Flo.
Tu sais, en début de saison, on disait qu'il ne faut pas qu'on joue notre qualification au match à Galatasaray. Et bien là, finalement, on la joue là-bas, mais je pense qu'on va faire aussi un match nul un partout. Ok, Richard. Moi, je veux qu'il soit vengé, donc 2-0 pour l'OM. 2-0. Thibaut? Ouais, je te rejoins. Moi, la théorie du sursaut. Théorie du 2-0. sursaut. 2-0. Moi, je vais dire 2-1. Et j'espère que si Dimitri est remis, en tout cas psychologiquement, c'est lui qui va mettra cette balle au fond des filets. Malheureusement, on n'a pas pu beaucoup parler football ce soir. On s'en excuse, mais c'est vrai que les circonstances ont fait qu'on était plus obligé de parler de ces tristes événements qui se sont passés dimanche soir. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Thibaut. J'espère vraiment qu'on aura le plaisir de te recevoir une nouvelle fois et qu'on parlera plus ballon, Avec football, rectangle vert en tout cas. Oui, désolé pour ma révolte. On parlera philosophie, il n'y a pas de souci. On placera toujours un petit quart d'heure de philo pour toi, mais en tout cas, j'espère que les événements futurs seront meilleurs. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Merci à vous d'avoir préparé cette émission. Merci Thibaut. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Et on a une grosse pensée pour Dimitri Payet, en tout cas. On pense à lui. Hein, Dimitri, on est tous d'accord avec lui. On est tous d'accord ensemble. C'est pas irrégulier cette année. On est content de toi. Rendez-vous au prochain coup franc. Eh oui. Allez, salut, bye bye, ciao. Allez, Bye.